ne pas pouvoir être à nos côtés pour le traditionnel pèlerinage annuel de Tietou pour raison de santé. Et quand elle a su que nous envisagions d'organiser une table ronde sur la problématique de l'État et de la société en Afrique contemporaine et au cours des âges, a écrit, n'est-ce pas, ce texte en demandant qu'on le lise dans le cadre de cette table ronde. N'ayant pas eu l'occasion de le faire, nous avons décidé de le porter à votre connaissance dans le cadre de cet hommage. C'est donc en fait un hommage posthume de Madame Diop à son époux, Cheikh Anta Diop. Le texte s'intitule « Les apports fondamentaux de Cheikh Anta Diop à la connaissance de l'Afrique et à son développement ». Il dit, elle dit, son premier grand ouvrage pionnier, Nations nègres et culture, 1954, est principalement consacré à rétablir le fait que le peuple égyptien ancien, auteur de la civilisation la plus extraordinaire et la plus aboutie de la haute antiquité, était, en réalité, un peuple noir, contrairement à ce qu'on nous enseignait. Fait capital pour la reconstruction, pour la reconstitution de l'histoire de l'humanité et pour une juste appréciation du rôle des Noirs africains dans l'histoire. C'est à Cheikh Anta Diop que nous devons l'exhumation de cette vérité essentielle car, à la suite de Hegel, les Européens avaient exclu les nègres de l'histoire et les anthropologues faisaient d'eux une race inférieure, entre guillemets. Croyance inculquée à tous, y compris aux Africains eux-mêmes, sous couvert d'une pseudo-scientificité et avec toutes les conséquences odieuses qui en découlent encore. 3 points de suspension. En 1956, il contribue au premier congrès international des écrivains et artistes noirs. En janvier 1960, Cheikh Anta Diop soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat ès-lettres et sciences humaines, composée de 2 thèmes. Premièrement, étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique, de l'Antiquité à la formation des États modernes, publié sous le titre « L'Afrique noire précoloniale ». Et deuxièmement, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, publication sous le titre « L'unité culturelle de l'Afrique noire ». L'étude de ce dernier thème montre qu'à l'origine, le patriarcat est lié au genre de vie nomade, qui s'est maintenu longtemps dans les steppes eurasiatiques, tandis que le matriarcat est lié à la vie sédentaire précocement installée à proximité de divers lacs et cours d'eau en Afrique, y compris dans le Sahara alors humide, à partir de la zone soudanaise. Cette constatation était nouvelle en sociologie et en histoire. Elle est donc un apport inédit et important pour la compréhension des sociétés. Le contenu du premier thème ne l'est pas moins, car il montre, d'après les divers documents dont nous disposons, que, durant le Moyen-Âge européen, des empires et des royaumes bien organisés existaient en Afrique subsaharienne, avec une activité économique intense et une vie intellectuelle appréciable. En outre, une certaine justice et harmonie sociale y régnaient, plus qu'en Europe à la même époque. Là aussi, Cheikh Anta Diop apporte une réhabilitation de l'Afrique combien nécessaire. À la suite de cette soutenance, il publie les fondements culturels et économiques d'un futur État fédéral d'Afrique noire, tout un programme politique pour le développement de l'Afrique, notamment la restitution du rôle politique de la femme. Rentré à Dakar la même année, 1960, il est nommé à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, comme, entre guillemets, assistant docteur. Le directeur, Théodore Monod, lui confie la réalisation de l'inventaire archéologique du Mali, ce qui l'amène à cerner davantage la préhistoire de l'Afrique. En 1962, il publie dans le bulletin de l'IFAN l'article intitulé « Histoire primitive de l'humanité, évolution du monde noir », réédité par l'IFAN. Dans ce texte, avec les éléments connus à cette date, il constate qu'en Europe même, l'Homo sapiens négroïde a précédé l'Homo sapiens cro-magnoïde de type européen actuel. De 1963 à 1966, grâce aux études de chimie et de physique qu'il avait faites à Paris, quand il préparait son doctorat ès-lettres, et avec l'assentiment du professeur Monod, il put effectuer un stage au laboratoire de datation par le dosage du carbone 14 de Gif-sur-Yvette, puis conduire la construction et l'installation d'un tel laboratoire à l'IFAN, technique de pointe à l'époque. Vérification faite par datation croisée jusqu'en 1981, plus de 200 échantillons furent dès lors datés par lui à l'Université de Dakar, faisant progresser notre connaissance de la géologie et de la préhistoire de l'Afrique. Elle donne les références dans le bulletin de l'IFAN où cela a été publié. Hormis celui de la Rhodésie, c'était le seul laboratoire de datation fonctionnant sur le continent. L'année suivante, 1967, il publie Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques. Puis, en 1968,
le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN et, en 1974, Physique nucléaire et chronologie absolue, qui semble être le premier ouvrage de synthèse en langue française sur le sujet. En 1974 aussi, dans le cadre du Comité scientifique international de la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, et sur sa proposition, l'UNESCO organise au Caire un important colloque sur le peuplement de l'Égypte ancienne. Les égyptologues reconnaissent que l'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture, dans sa manière de penser et dans son tempérament. Confère volume 2 de l'histoire générale de l'Afrique, dont Cheikh Anta Diop a rédigé le chapitre 2. Cette question sur l'Égypte ancienne demeurant discutée, il y revient en 1975 avec L'Antiquité africaine par l'image, coédition IFAN-NEA, et en 1977 avec Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, IFAN-NEA également. En 1981, dans Civilisation aux barbaries, édition Présence africaine comme pour presque tous ses livres, il passe en revue les dernières découvertes et ses propres points de vue sur la préhistoire, l'origine de la civilisation égyptienne, le moteur de l'histoire, les types d'États, les révolutions, les structures politico-sociales africaines, le mode de production asiatique, l'identité culturelle et les relations interculturelles, l'apport de l'Afrique en mathématiques et en sciences, la pensée philosophique, celle de l'Égypte ancienne et sa problématique actuelle, et enfin les mots grecs d'origine africaine. En 1982, un symposium sur son œuvre se tient à l'université de Dakar. En 1983, il participe au colloque organisé dans cette université par les philosophes sénégalais sur le thème « Philosophie, sciences et religion ». Son importante contribution a pour titre « Les crises majeures de la philosophie contemporaine ». Il y aborde la question du devenir de l'homme. En janvier 1986, un mois avant de nous quitter, il participait au colloque de Yaoundé consacré à l'archéologie au Cameroun et en Afrique, comme il avait contribué à maints d'autres colloques internationaux, particulièrement celui d'Athènes, Racisme, sciences et pseudosciences, 1981, édition UNESCO. Son exceptionnelle production intellectuelle pluridisciplinaire ne doit pas faire oublier l'importance méconnue de son action, de son influence et de son rôle politique en tant que leader intègre et continuellement engagé depuis qu'il était jeune étudiant en philosophie à Paris. C'est par devoir et non par goût ou intérêt qu'il créa un parti d'opposition au Sénégal. Je termine par un texte de ses débuts, car c'est celui qui mène à ma conclusion. Dès 1948, dans son article intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?», il a expliqué qu'il n'y aurait pas de renaissance africaine tant que l'intelligentsia africaine n'utilisera pas les principales langues africaines pour s'exprimer, transmettre les savoirs et établir une gouvernance démocratique. Il revenait régulièrement sur cette question majeure. Notamment en 1960, dans les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire, et en 1975, dans son article « Comment enraciner la science en Afrique, exemple Wolof du Sénégal ». Car il s'agit d'une condition primordiale et sine qua non du développement de l'Afrique. La Finlande, le Kerala en Inde et le Ghana actuel offrent des exemples de réussite de l'utilisation de la langue nationale majoritaire ou véhiculaire pour l'enseignement et l'administration, sans exclure celle de l'ex-colonisateur. Le fait de dispenser l'enseignement exclusivement en français engendre de multiples et graves effets bloquants. Taux de redoublement et d'abandon très élevés, fossé entre instruits et non instruits, ainsi qu'entre gouvernants et gouvernés, faible rentabilité de l'enseignement, faible pourcentage de scientifiques et de techniciens compétents, grande insuffisance d'initiatives constructives, accroissement du nombre des sans-emploi, des pauvres, des délinquants. Depuis quelques décennies, les écoles bilingues et internationales se multiplient dans le monde, ainsi que les livres bilingues. Dans son article bilingue intitulé « Comment enraciner la science en Afrique », Cheikh Anta Diop avait traduit en wolof des extraits de textes sur la théorie des ensembles, la physique théorique, l'organisation de la matière au niveau subquantique et quantique, la relativité restreinte et générale, la terminologie de l'algèbre tensorielle et la chimie quantique. Page de gauche en français, page de droite en wolof. Cette méthode reste à être appliquée d'abord aux livres scolaires de l'enseignement secondaire, en commençant par la première année du collège, dite 6e, et c'est elle qui souligne, et par les mathématiques et les sciences, en continuant d'année en année jusqu'à la terminale, afin que soient formés en quelques années des cadres moyens bilingues à même de servir dans l'administration,
dans l'économie et surtout, après 1 an de formation pédagogique, dans l'enseignement primaire, devenant totalement bilingue. Tout ceci souligné en gras. Les parents jusqu'ici réticents verraient qu'il ne s'agit pas d'un enseignement au rabais, la matière scientifique étant identique à celle du programme français, et le bilinguisme les rassurerait sur le futur emploi que leurs enfants pourraient obtenir. La diaspora devrait aussi s'impliquer dans la réalisation de cette tâche primordiale et capitale. En conclusion, étant donné l'état actuel de l'enseignement dans les ex-colonies françaises et en application concrète du programme de développement tracé par Cheikh Anta Diop, je suggère donc de réaliser prioritairement le projet simple, public et privé, qui consiste à produire les manuels ou fascicules bilingues, d'abord en mathématiques et en sciences. Il y a lieu de commencer par la première année du collège, en utilisant le système page de gauche en français, page de droite dans la langue africaine véhiculaire ou majoritaire, du pays ou de la région. Pour ce faire, constituer le plus vite possible des groupes d'enseignants dans ces 2 disciplines, locuteurs de la langue africaine concernée, avec quelques linguistes et égyptologues pour les racines de mots scientifiques ou nouveaux à intégrer. Par ailleurs, en application du choix du Swahili par l'Union africaine comme langue intra-africaine de communication, devant jouer le même rôle que l'anglais en Europe ou l'hindi en Inde ou le mandarin en Chine, cette langue devrait être, dès à présent, obligatoirement apprise à partir de la 2e année du collège, dite la 5e. Rendre hommage à Cheikh Anta Diop est fort insuffisant. Appliquons au plus tôt la méthode incontournable qu'il a indiquée pour rendre possible la renaissance des peuples noirs africains et leur véritable développement. Je vous remercie de votre attention.